Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur PEGER pour une 47e mondoscopie. Nous sommes le 27 novembre 2024. Je suis heureuse de vous retrouver, comme d'habitude. Merci de liker, de partager cette vidéo, de nous soutenir via Tipeee, de rejoindre le cercle des amis et des fans de PEGER. J'en profite pour présenter mes excuses précisément aux membres fans du cercle parce que je n'ai pas pu enregistrer la clé du monde avant la parution de cette nouvelle mondoscopie. Donc, elle paraîtra en version double, si vous voulez, ce sera une grande clé du monde. Demain, enfin non, pas demain, probablement samedi. Voilà, j'ai pas pu le faire pour des raisons de santé. Donc, je traiterai deux sujets en une seule émission. Et je traiterai, je peux déjà vous le dire, donc de l'Abkhazie, comme je l'avais promis. Et puis aussi du premier tour de la présidentielle en Roumanie, parce que ça me semble intéressant de voir ce qui se passe. C'est assez inattendu. Mais peut-être que c'est une bonne nouvelle quand même pour la stabilité de l'ensemble de cette région. Alors ce soir, je vous parle avec un peu plus de gravité que d'habitude, de la montée quand même très inquiétante des tensions avec la Russie à propos de l'Ukraine. J'aborderai aussi la globalisation de ce choc des titans, si vous voulez, et notamment en Asie-Pacifique. Voilà, ce sera mon deuxième point. Et enfin, je terminerai, si j'ai le temps, parce que c'est quand même très important, mais on n'a pas encore beaucoup d'éléments, il faut voir comment ça va évoluer, par vous parler du cessez-le-feu au Liban, là, qui vient d'intervenir ce matin. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 points d'aujourd'hui. Bon, alors, premier point. Je ne suis pas une alarmiste, vous savez, je me prétends réaliste. Bon, si je devais choisir entre deux travers, l'optimisme ou le pessimisme, je serais peut-être plutôt un peu optimiste. Bon, enfin, en tout cas, je suis quelqu'un de rationnel, je suis quelqu'un de tempéré dans mes analyses, en tout cas, j'essaie. J'ai tendance à penser que les dirigeants savent diriger. Bon, je dirais... Voilà, en tout cas, qu'ils savent mesurer la lourdeur, les responsabilités liées à leur charge, à leur mandat, qui ne se paient pas de mots simplement, qui ne se leurrent pas, qui sont bien informés quand ils ont tous les instruments du pouvoir qui leur permettent de l'être. Bref, je leur prête évidemment sans doute un peu trop de science et de conscience d'ailleurs. Mais là, malgré tout, malgré toutes ces habitudes de rationalisation, de pondération, je suis quand même assez inquiète et je voudrais partager mon inquiétude avec vous. Bon, en Ukraine, jusqu'à présent, le déroulement du conflit a permis d'avoir une relative confiance en la capacité de la partie russe, pas forcément de la nôtre, mais de la partie russe, à garder son calme et à faire en quelque sorte un peu le dos rond en attendant un changement d'administration américaine, même si ils n'en attendent pas forcément des miracles, mais enfin, en tout cas, des interlocuteurs un peu sérieux, et pas va-t-en-guerre structurelle par définition, par principe et envers et contre tout. Mais ça, c'était jusqu'à présent, parce qu'on arrive quand même à un enchaînement, à une séquence que je vais vous détailler, qui me semble assez critique. Et voilà, nous sommes encore à 1 mois et demi quand même du 20 janvier, qui est le jour de la prise de fonction officielle de Donald Trump. Et on est vraiment dans une zone rouge assez inquiétante sur le théâtre ukrainien. Moi, je nous vois un peu, du côté occidental, comme des enfants inconscients qui jouent avec une boîte d'allumettes ou à allumer des allumettes au-dessus d'une mare d'essence, vous voyez, pour voir ce que ça fait. Avec quand même, là, en l'espèce, c'est pas simplement une mare d'essence dans une rue, c'est le spectre d'un affrontement, d'un échange nucléaire, ou même simplement conventionnel, mais à très forte échelle. Donc nous sommes vraiment, de mon point de vue, à un niveau d'ignorance et d'autisme face aux avertissements russes constants
calibré petit à petit, enfin c'est vraiment l'échelle avec des tout petits barreaux, parce que la Russie ne veut pas l'escalade, donc elle va très doucement, mais on traite tout ça par le mépris, on explique que Vladimir Poutine bluffe, comme si il se pratiquait en Russie ce qui se pratique chez nous. Le problème, c'est que ça ne se pratique pas trop le bluff, en fait, en Russie, et surtout dans la Russie actuelle. Et donc, en fait, ça nous encourage à provoquer. Et moi, je suis sidérée qu'on continue à aller aussi loin. C'est à se demander s'il n'y a pas vraiment une dissonance cognitive très grave chez nos dirigeants, parce que ça relève un peu de la folie à ce stade, vu les enjeux et vu ce qui est en face, si vous voulez. Bon, donc voilà, personne n'a l'air de se poser la question, mais et si le Kremlin perd vraiment patience? Si vraiment Poutine, à un moment donné, n'a plus d'autre choix que de simplement devoir montrer qu'il ne bluffe pas. Voilà. Pour des motifs, ne serait-ce que de stabilité de son pouvoir politique interne déjà. Hein. Donc comment peut-on à ce point-là vivre dans ses rêves les plus fous? Que veut-on? Que peut-on? Que ne comprend-on pas face à des évidences quand même assez indépassables? C'est presque un problème anthropologique, si vous voulez. Est-ce que c'est l'homo occidentalis qui parvient pas à embrasser la diversité du réel, je sais pas, qui est à tout jamais, de manière indécrottable, confie dans ses illusions et qui se croit toujours le cœur lumineux de ce monde. Je veux dire, il y a un moment où il va quand même falloir retomber sur terre, quoi. Donc on en est loin. Et on court à l'abîme, un peu comme des fous, si vous voulez, un peu comme des illuminés. On a peur, mais on dit même pas peur, quoi. Là. Bon, j'essaie de vous faire rire, mais c'est en fait très grave. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai l'air comme ça. Je suis vraiment très inquiète. Parce que depuis l'élection de Trump, bon, ça je vous l'ai déjà expliqué, il y a quand même une fièvre, une rage, une fureur à l'intérieur même de l'establishment américain. Et à l'intérieur même des appareils européens qui ont peur d'être abandonnés, qui ont peur d'être livrés à eux-mêmes, qui ont peur que Trump ne fasse pas ce qu'ils font, eux, invariablement depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire chercher le choc. Et donc, il y a une espèce de conjonction assez maléfique, assez nocive. Je ne parle même pas de la peur des conséquences personnelles, des destins personnels, n'est-ce pas, de tous ces gens. Donc, il y a une panique, en fait, à la Maison-Blanche, mais pas seulement. Et puis, surtout, il y a le spectre, quand même, d'une crise financière, d'une crise de la dette américaine, surtout. Et ça aussi, c'est clé, mais malheureusement, on ne traite jamais les questions géopolitiques suffisamment, de façon suffisamment corrélée avec la géoéconomie et même la géofinance, si vous voulez. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, qu'on ne voit même pas, enfin, on ne connecte même pas, là. La Chine serait en train d'émettre assez massivement de la dette, mais en dollars, ce qui peut étonner. Et certains analystes y voient une manœuvre chinoise en cours pour aider, en fait, un certain nombre de pays, notamment tous ceux qui sont membres à un titre ou à un autre du projet Belt and Road, hein, des nouvelles routes de la soie, qui sont maintenant planétaires, hein, c'est plus les petits circuits du début. Et donc, il s'agit d'aider ces pays qui ont tous des dettes, enfin qui ont pour la plupart des dettes considérables envers les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, eh bien, à régler leurs dettes en dollars, parce que cette dette est en dollars, contre des accès à leurs matières premières, à leurs ressources, à leurs matières rares, et aussi contre des petites participations à la mesure de leurs possibilités
dans les nouvelles plateformes de trading et même de paiement qui sont en train de se mettre en place dans le système des BRICS. Voilà, ce processus encore un peu souple, même très souple, structurellement souple, des BRICS. Et donc, on se rend compte avec cette émission de dette qu'en fait, là, cette émission de dette a un succès fou. De l'ordre, le ratio, c'est de l'ordre de 1 à 10 par rapport à celui de la dette américaine actuelle sur les marchés. Et ça, c'est évidemment, ça a un sens géopolitique, c'est-à-dire que oui, l'économie chinoise a des problèmes de croissance, de palier, de tout ce qu'on veut, bref, tout à fait. D'ailleurs, dans les entretiens géopolitiquement incorrects, David Bavrez nous a fait une analyse qui est peut-être controversée, mais qui est extrêmement intéressante sur ce sujet. Mais même si la Chine a tous ses problèmes, elle donne confiance. Elle inspire en fait la puissance. On considère que l'économie chinoise ne va pas s'effondrer. Et donc, les Chinois n'ont pas de difficulté en fait à emprunter, à lever de la dette. Et donc, ils sont en train d'opérer une sorte de, j'allais dire, de blanchiment, mais très ingénieux, enfin une opération, si vous voulez, qui escamote en fait une dette de pays en voie de développement vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des institutions occidentales financières, à leur profit dans tous les sens, en soft power, en ressources, en économie, en tout. Bon. Donc ça, c'est un arrière-fond, évidemment, les Américains le voient bien, le savent, c'est un arrière-fond très inquiétant aussi pour les États-Unis, parce que ça fait baisser l'attractivité de leur dette, et eux, ils vivent à crédit de la planète, si vous voulez. Donc c'est un sujet, et c'est aussi quelque chose qui motive les décisions, les réactions, les mouvements plus ou moins désordonnés de l'administration américaine. Bref, il y a tout cet arrière-fond, et cet arrière-fond, c'est un arrière-fond de faiblesse et de très mauvais bilan pour l'administration sortante de Biden, et c'est ça aussi qu'elle masque. Et comment l'Amérique a-t-elle l'habitude de masquer ses échecs ou ses mauvaises passes financières? Généralement en relançant une série de conflits, de déstabilisation, de guerres dans une partie du monde. C'est un vieux classique. Il n'y a pas que les printemps arabes dans ce domaine-là, il y a de grands exemples. Donc c'est aussi ça qui pousse probablement un certain nombre de décideurs en ce moment à Washington qui sont en train de faire leur carton, malgré les avertissements et les appels à la prudence qu'ils peuvent recevoir, notamment d'une partie de l'appareil de renseignement américain et d'une partie du Pentagone qui en disent on se calme, hein, l'armée américaine n'est plus dans le même état qu'en 1990. Attention, n'allons pas au choc, n'allons pas au choc avec la Russie. En dépit de tout cela, il y a une espèce de folie, d'élan vers le pire, parce que finalement, comme ça masque tout. Hein, la guerre, ça masque tout. Ça ne veut pas dire que l'Amérique compte la faire elle-même, naturellement. Nous sommes là pour faire cela, à leur place et soi-disant pour leur être agréable peut-être, ou parce qu'on considère que c'est notre devoir moral naturellement de faire cela. Voilà, vous comprenez l'ironie de mon propos. Donc, il ne s'agit pas simplement de savonner la planche de Trump qui arrive, mais aussi de masquer le désastre financier et aussi le désastre en termes d'influence du mandat Biden qui s'achève. Par ailleurs, il ne faut pas non plus attendre de Trump des miracles, même si on a envie de le croire lorsqu'il dit qu'il va faire la paix à l'américaine. Et alors, une de ses dernières recrues, qu'il vient de nommer pour être son directeur de l'antiterrorisme,
euh, du contre-terrorisme, pardon, son directeur spécial contre-terroriste, mais qui ne fera pas que cela, qui d'ailleurs travaillait pour lui pendant son premier mandat, moi, m'inquiète assez parce qu'il s'agit de Sébastien Gorka. Bon, c'est un citoyen qui est né d'ailleurs en Grande-Bretagne, de parents hongrois, qui avait des shows sur des chaînes, sur des réseaux, qui était un commentateur politique, donc qui a donc déjà travaillé pour Trump, mais qui ne fait pas que du contre-terrorisme, si vous voulez. Et donc, il a fait notamment, depuis d'ailleurs le début du conflit, hein, c'est pas forcément extrêmement récent, il a fait un certain nombre de déclarations sur l'Ukraine, sur le conflit en Ukraine, qui font assez peur. Il a une vision complètement, typiquement américaine, quoi, complètement simpliste. Voilà. Donc lui, en gros, c'est quand l'Occident est faible et que la Maison-Blanche n'a plus le commandement, le contrôle, n'est-ce pas, du système complet, alors, ce qu'il appelle les bad guys, bien sûr, les mauvais, les méchants, se permettent tout et n'importe quoi. Suivez mon regard, Moscou. Donc, la question, c'est pas tellement, selon lui, de renforcer l'OTAN, mais d'armer l'Ukraine, voilà, jusqu'aux oreilles, sans fin et à fond, afin que Vladimir Poutine, sache que, en fait, tout l'OTAN, tous les pays de l'OTAN sont derrière l'Ukraine, et que la Russie, si elle n'accepte pas les termes d'une négociation qu'on va lui proposer, eh bien, va continuer à saigner. Donc certes, Trump doit amener Zelensky à la table des négociations. Bon, ça, c'est pas très difficile, hein. Ça pourrait se faire demain, même avec Biden. Certes, il doit lui faire admettre qu'il faut renoncer à la Crimée, peut-être à quelques autres choses, mais que pour le reste, en fait, les propositions américaines sont les bonnes et que si la Russie ne comprend pas, eh bien, alors, comme dit Gorka, Vladimir Poutine comprendra que les 3 années qui viennent de s'écouler, quasiment, n'ont été qu'un hors-d'œuvre, n'est-ce pas? Et que l'Amérique va jeter toute sa force via ses alliés de l'OTAN dans la bataille pour que ça devienne insoutenable pour Moscou. Bon. Alors moi, quand j'entends ça, si vous voulez, connaissant quand même l'état, 1, des armées américaines, 2, du dispositif OTAN, 3, du dispositif russe, 4, de l'Ukraine, de l'état de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, je me dis que cet homme ne vit évidemment pas dans le monde réel. C'est des déclarations complètement infantiles, complètement vaniteuses et délirantes au regard de la réalité de la situation. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que si Trump écoute ce genre d'ostrogoth, on va où, en fait? On continue encore pendant des années, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Et comme Trump veut, peut-être remettre un peu l'armée américaine en état, et 2, la lancer, ou en tout cas la mettre en situation d'être dissuasive vis-à-vis de la Chine, eh bien c'est aux Européens, via l'OTAN, mais aussi aux Européens tout court, d'assumer financièrement et militairement la charge de ce conflit qui devrait encore durer des années. Encore une fois, c'est de la folie. Donc, un Gorka, il se croit dans un saloon, il s'imagine qu'il y a 2 cow-boys, que Vladimir Poutine en est un, que Trump en est un autre, et il n'a pas compris, ou alors on ne lui a pas dit, on ne lui a peut-être pas expliqué, ou il n'a pas les bonnes informations, enfin, ça paraît inquiétant, que l'état de l'appareil militaire russe et l'état d'avance technologique de la Russie, je le répète encore, je suis désolée, je ne m'en réjouis pas, mais il faut quand même le comprendre, ne favorise pas ce type de rapport de force à la cow-boy, précisément. Donc ces illusions sont auto-entretenues et sont à la mesure du mensonge dans lequel vit l'establishment américain,
sur la possibilité en fait de demeurer, parce que c'est toujours la même chose, c'est l'idée de la primauté, demeurer la seule superpuissance sur cette planète. C'est un fantasme obsessionnel qui s'est incarné à un moment donné, mais qui est juste aujourd'hui totalement ridicule. Mais on continue. On continue à Washington, on croit encore qu'on est la grande nation par essence, par structure, par vocation, partout, la nation indispensable qui doit dominer la planète et faire rendre gorge d'ailleurs aux importuns. Et puis que c'est comme ça, voilà, et que tout le monde doit s'en rendre compte d'une manière ou d'une autre. Bon. Et c'est, si vous voulez, bon, ça paraît comique hein, en France, enfin, ça peut paraître comique ce type de raisonnement, mais le problème c'est que ils y croient, si vous voulez, ils y croient. Et là, il y a un décalage entre cette croyance et les moyens véritables et l'état du monde qui a complètement changé autour. Donc là, il y a un enfermement, en fait, dans l'irréalité, qui est très inquiétant. Parce que le conflit, il est bel et bien là, si vous voulez, il est actif, il est violent, il est sanglant, il est délirant, il est inutile, il est tragique à tous les sens du terme, pour l'Occident, plus encore que pour la Russie. Parce que nous sommes en train non seulement d'y perdre notre crédibilité concrète, mais nous sommes en train, en plus, de faire une démonstration de ridicule, comment dirais-je, d'incompréhension, en fait, d'incompréhension vis-à-vis du reste du monde qui lui avance et du coup se dirige vers d'autres inspirations. Voilà, et tout ça c'est quand même très lourd pour nos intérêts. Je pense évidemment toujours en premier à la France, mais à l'Europe et même à l'ensemble de ce qu'on a pu croire être un jour un Occident un peu cohérent. Je ne parle même pas de valeurs, de civilisation, de quoi que ce soit, parce que là on est tellement à front renversé entre nos pratiques et nos invocations de principe que c'est trop difficile à soutenir maintenant. Donc, voilà. Donc, en face, donc nous, si vous voulez, quand on perd, on accélère, le délire se poursuit, on se dissocie du réel, et en face, on se tait, on est beaucoup plus... on se tait, on parle moins, on agit beaucoup plus, on prépare, on anticipe, on construit, on accumule, on domine technologiquement de manière de plus en plus claire. Et bon, donc je vais revenir sur la séquence, là, la dernière séquence après cette introduction, mais qui est plus qu'une introduction, si vous voulez, qui est un peu le sens de mon inquiétude et cette inquiétude, enfin, voilà. Donc je vais revenir sur la séquence qui est en train de se jouer et à laquelle nous prenons part malheureusement. Donc il faut repartir de l'autorisation il y a quelques semaines par Biden après la victoire de Trump dans la foulée d'autoriser des frappes dans la profondeur russe pré-2014. Et donc ça a donné lieu immédiatement à des lancements de séries d'ATACMS américains par les Ukrainiens, mais avec le soutien, tout le monde le sait maintenant, ça se discute même plus, le soutien de l'OTAN et des États-Unis, donc sur la Russie, sur Koursk, sur Bryansk, sur des batteries antiaériennes SS-400. Bon, il y a eu un certain nombre de cibles. Tout a été globalement arrêté. Il y a eu quelques dégâts, enfin, je crois qu'il y a eu quelques victimes, quelques blessés et quelques dégâts. Mais enfin, bon, voilà, les défenses aériennes russes ont fait leur travail. Mais le problème, c'est que, donc, face à cela, la Russie, là, vient d'entrer d'une certaine manière dans le jeu de l'escalade. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Parce que jusqu'à présent, elle rongeait son frein et elle poursuivait juste ses opérations en Ukraine même. Mais là, elle a lancé
le 20, le 20 novembre, un missile d'un nouveau type dont je vais vous parler, dont elle a expliqué que c'était un essai, mais qu'elle allait poursuivre ces essais et poursuivre la fabrication de ces missiles dont elle avait un certain nombre d'exemplaires. Donc, voilà, tout ça, ça a commencé donc avec Biden. Donc, l'autorisation de Biden, c'est le 17 novembre. Même si moi, je pensais que c'était auparavant, mais enfin bon. Donc, voilà, je vous ai expliqué, il y a eu une série de frappes, bon, et Vladimir Poutine a clairement annoncé qu'il considérait que de telles attaques signifiaient une participation directe des pays occidentaux à la guerre. Ça a été ignoré superbement, comme d'habitude, par les Américains, par les Britanniques. Poutine bluffe. Ok. Donc, le 21 novembre, il y a une usine près de Dniepropetrovsk où sont assemblés, réparés certains systèmes d'armes, notamment des missiles, qui a été frappée par une arme qu'on n'avait jamais vue sur le théâtre et même nulle part jusqu'alors. De l'extérieur, ça ressemblait à la chute de plusieurs ogives, plusieurs têtes, pardon, d'une ogive fissile, mais bon, ça n'avait jamais été utilisé dans des conditions de combat. Dans la soirée, Poutine, donc le 21 novembre, pas le 20, c'était le 21, Poutine a expliqué personnellement ce qui s'était passé, il a décrit les choses très clairement, il a reconnu la frappe de l'ennemi, il a reconnu les pertes, il a nommé les objets attaqués, enfin il a dit les choses, donc ce qu'avait subi la Russie, et il a dit que ce missile qui avait frappé Yushmash était un nouveau système de missile jamais utilisé qui s'appelait Oreshnik, ça veut dire noisetier. Et c'est pas pour rien que ça veut dire noisetier. Toujours un peu d'esprit et d'ironie dans les appellations russes. Et on a appris bien sûr que des représentants occidentaux avaient été prévenus à l'avance de l'attaque. C'est toujours le cas lorsqu'il s'agit de tester des missiles stratégiques capables de transporter des armes nucléaires. Là, il n'y avait pas de charge nucléaire, c'était une charge conventionnelle. Et il a déclaré le lendemain, donc le 22, que la Russie en avait un stock et que les essais se poursuivraient. Alors, donc c'est un missile à combustible solide de moyenne portée, donc de 1500 à 5000 km, doté d'une tête séparable. Ça veut dire... Alors, il y a toute une gamme de missiles de ce type d'armes qui est en cours de développement. On peut 1500 à... Donc c'est pas un intercontinental comme l'avaient dit les Ukrainiens tout de suite après la frappe, mais néanmoins 5000 km, ça veut dire que ça peut toucher la côte ouest des États-Unis et évidemment toute l'Europe. Et c'est quand même à nous que ça s'adresse tout ça, hein. C'est pas à l'Ukraine seulement. Donc la frappe a comporté 6 ogives. L'ogive de chacune des têtes est inerte, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas d'explosifs ou de charge nucléaire. Mais à de telles vitesses, parce que c'est des vitesses terrifiantes, enfin c'est des vitesses, c'est Mach 10 ou Mach 12, je ne sais plus, Mach 11, au moment de l'attaque, n'est pas vraiment importante parce que la libération en fait, de l'énergie, de la chaleur, si vous voulez, et de la vitesse de l'élément de frappe lorsqu'il atteint la cible est beaucoup plus destructrice que des explosifs eux-mêmes. Donc ça a mis en... Alors, le territoire de l'usine a été bouclé, l'information a été complètement verrouillée, mais enfin, il y a quand même eu des frappes. Ça a causé de très, très sérieux dégâts. Donc, c'était des munitions cinétiques qui pesaient entre 350 et 500 kilos chacune. C'est les Ukrainiens qui disent ça, hein, c'est le renseignement militaire ukrainien.
qui ont frappé le site de Yuzhmash à une vitesse d'environ 3,5 km par seconde, voilà, et qui ont tout réduit en miettes. Voilà. Donc il y a eu un effondrement des bunkers, il y a eu un effondrement des défenses souterraines. Bon, donc c'est vraiment c'est quelque chose de très important qui s'est passé. Il faudrait peut-être commencer à comprendre. Manifestement, on n'a pas compris. Hein. Je vais vous expliquer la suite. C'est délirant, mais enfin bon. Donc, c'est le développement, c'est le déploiement, si vous voulez, de missiles balistiques à moyenne portée sur le théâtre européen. À l'époque, on avait peur, hein, pendant la guerre froide, quand on parlait de ça, on faisait même des traités hein, en Europe. Pour ça, on avait des hommes politiques beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus lucides peut-être. Là, à part Olaf Scholz qui s'est précipité sur l'événement pour expliquer que jamais sous sa direction les missiles Taurus ne seraient transférés à l'Ukraine, bon, sachant que son possible successeur, lui, n'attend qu'une chose, c'est de le faire. À part Scholz, on a surtout vu Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, tenir des conciliabules multiples pour savoir dans quelle mesure ils vont pouvoir, eux aussi, autoriser non seulement des missiles, mais pourquoi pas l'envoi de troupes. Enfin bref, on nage en plein délire et en pleine escalade. Donc nous, on est toujours autistes. Bon. Et alors, aux États-Unis, après la frappe, que s'est-il passé? C'est quand même intéressant. Nous avons eu, alors, avant la frappe, un jour avant l'utilisation de Lachnik, donc dans le cadre de l'escalade qui était faite par les Ukrainiens, nous avons eu le contre-amiral Buchanan, qui est le chef de la direction de la planification de l'élaboration des politiques au sein du commandement stratégique des États-Unis. Donc c'est ce qui permet aux deux branches des forces armées américaines qui ont des armes, qui sont dotées d'armes nucléaires stratégiques, donc qui sont l'armée de l'air et la marine, de coordonner la dissuasion nucléaire en temps de paix et l'utilisation des armes nucléaires en temps de guerre. Eh bien, Buchanan, tout simplement, mais pas de sa propre initiative, ça je n'y crois pas une demi-seconde, il ne peut pas se permettre de le faire, donc on lui a permis de dire cela. En réponse à une question, c'était dans un think tank, CSIS, bon, à la question « Comment gagner une guerre nucléaire ?», il a déclaré « Nous ne voulons pas d'un échange nucléaire, mais si nous devions le faire, ce sera dans des conditions aussi favorables que possible pour les États-Unis. » Bon. Nous devons disposer d'une capacité de réserve. Il ne faut pas dépenser toutes ces ressources pour gagner, n'est-ce pas? Parce que sinon, on n'a plus rien. Donc, en gros, ce qu'il a voulu dire, c'est que les États-Unis autorisent la possibilité de mener une guerre nucléaire dans des conditions favorables pour eux. Je dis ça d'autant plus que la marine américaine s'entraîne systématiquement à une première frappe nucléaire à l'aide de missiles balistiques Trident 2 qui sont déployés sur les sous-marins. Donc, si vous voulez, c'est une manière de dire, bah, écoutez, en fait, les avertissements russes sur la mise en préparation des forces stratégiques russes, etc., ça fait déjà des mois que les Russes essaient d'expliquer, mais on se calme, on arrête. Tout ça, ça ne nous impressionne pas, parce que nous, ben, on est prêts. Alors, bon, je ne parle même pas de la véracité de l'assertion, si vous voulez. Mais sans même parler de la véracité de l'assertion, la posture de dire, mais nous, voilà... on est prêt et on le fera dans des conditions très favorables. Ça veut dire qu'en fait, on le fera éventuellement en commençant l'échange par une frappe en premier. Voilà. Donc c'est vraiment cette pensée hégémonique américaine sur la stratégie de supériorité stratégique globale, si vous voulez, absolue. Et ça, c'est de la folie. Les Chinois ne s'y sont pas trompés. Ils ont fait une déclaration dans ce sens en disant que c'était complètement dépassé par rapport à l'état du monde actuel.
Et le 21 novembre, donc après au moment de la frappe de l'Oresnik, qui n'est pas un missile nucléaire, enfin qui n'avait pas de charge nucléaire, le Pentagone a publié une déclaration affirmant que les armes nucléaires n'auraient pas d'effet dissuasif sur les actions menées par Washington pour soutenir l'Ukraine. Donc, cause toujours, tu m'intéresses. Et la presse anglophone a repris tout ça, a fait la même remarque, etc., etc. Donc, en théorie, pourtant, il n'y a que certains systèmes, mais c'est de la théorie, qui sont les systèmes THAAD, qui peuvent avoir une chance de pouvoir intercepter une telle arme. Bon, si elle est peut-être toute seule, mais il faut savoir que les systèmes THAAD, ça ne se produit pas comme des petits pains, ça coûte une véritable fortune. Et les États-Unis, je crois, en ont moins d'une dizaine. Ils en ont donné, ou prêté un à Israël, ou deux même à un moment donné. Enfin, il y en avait un sur un porte-avions. Mais enfin, il y en a très peu. Hein, il y en a très très peu. Donc, les États-Unis ont une capacité limitée à déployer de tels systèmes. Bien sûr, les destroyers américains et japonais sont équipés de missiles qui peuvent théoriquement abattre ces missiles hypersoniques sur certaines parties de leur trajectoire, il faut y arriver, mais ils ne peuvent opérer qu'en mer. En Ukraine, il n'y a rien de cet ordre-là, si vous voulez. Donc tous ces systèmes, de toute façon, ça n'a pas été testé en pratique contre un Oresnik, jamais. Mais bon, il n'y a pas d'appréhension. Là, on est dans des séquences, en fait, qui relèvent, je ne sais pas, du cinéma, et puis, bien sûr, donc nous, derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a, le 23 novembre, on a également donné à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser les Storm Shadow et les Scalp contre des cibles situées sur l'ancien territoire russe. Maria Zakharovna, la porte-parole de Sergueï Lavrov au ministère des Affaires étrangères à Moscou, a dit « Il ne s'agit pas d'un soutien à l'Ukraine, mais de son assassinat ». Voilà comment on a réagi à Moscou. Si vous voulez, je pense que les Russes se demandent en fait si on comprend bien ce qui se passe, en fait, si on mesure bien ce qui se passe. Et moi-même, je me pose la question. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucune volonté de négocier avec la Russie. Et d'ailleurs, c'est réciproque désormais. Et en tout cas, je ne sais plus qui a dit récemment qu'il n'était plus question de... je crois que c'est Sergueï Naryshkin, le chef du SVR russe, c'est-à-dire en fait de l'équivalent des services secrets extérieurs de la Russie, a dit qu'il était hors de question de penser à un quelconque gel du conflit désormais. Bon, donc c'était déjà le cas avant, vous me direz, les Russes sont contre le gel du conflit, évidemment, puisqu'ils sont en train d'avancer. Bon. Donc ça veut dire qu'en fait, ça pousse la Russie à continuer à utiliser ce type d'armement contre l'Ukraine, jusqu'à ce que peut-être les Occidentaux commencent à comprendre. Mais c'est quand même, on a monté vraiment d'un cran le niveau d'escalade, et ce qui était impossible ou considéré comme impossible est désormais vraiment permis. Et puis, ce qu'a frappé l'Oresnik, bon là c'est l'Ukraine, mais évidemment, ça peut être n'importe quel autre pays. C'est n'importe quelle cible en Europe. N'importe quelle cible en Europe. Je pense qu'il faudrait que ça vienne, ça monte au cerveau de quelques-uns. Et je pense qu'on est... on s'est enfermé, si vous voulez, dans une position, nous-mêmes, tout seuls, comme des grands. Voilà, c'est dans laquelle on va avoir beaucoup de mal maintenant à sortir. Ce missile, il a mis 15 minutes pour arriver sur sa cible. Il n'a fait que 1000 km sur sa portée possible de 5000, d'un peu plus de 5000, même 5500.
Donc s'il était tiré, si vous voulez, depuis l'extrême-orient russe, il peut toucher à côte est des États-Unis rapidement, et il peut toucher toutes les capitales européennes en un quart d'heure, hein, en gros. Voilà. Et puis il a une vitesse de Mach 10. Donc Mach 10, c'est près de 12 500 km/h. Voilà. Je vous laisse vous faire une idée, essayer de visualiser ce que ça veut dire. Bon, c'est pas évidemment un missile qui est produit, c'est coûteux, sans doute, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit être très coûteux. Et donc, c'est pas produit de manière massive, et il est en fait, c'est un programme dont les premiers spécimens, si vous voulez, date en fait d'il y a plus d'une dizaine d'années, 2012. 2012, et voilà, c'est en simultané de toute la génération des missiles avant-garde qui, eux, sont censés pouvoir atteindre des cibles partout sur la planète. Donc, Mach 10, c'est, comme a dit Vladimir Poutine, il n'y a aucun moyen, personne n'a aujourd'hui un moyen sur cette terre d'intercepter véritablement de telles armes. Et il est même allé au-delà de Mach 10, pardon, puisqu'il est allé, je crois, à Mach 11, bon, c'est-à-dire près de 14 000 km/h. Donc c'est un armement qui peut tout à fait défier les systèmes de défense antimissiles américains. Ça, c'est la réponse du berger à la bergère. Ronald Reagan a voulu détruire l'équilibre stratégique au moment, ça a commencé dans les années 80, mais ses successeurs ont continué avec les boucliers antimissiles qui donc détruisaient cet équilibre de la terreur. J'en ai déjà parlé dans une précédente mondoscopie. Eh bien voilà, maintenant il y a la réponse, c'est qu'il y a aussi des missiles qui vont beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus puissants que les boucliers antimissiles eux-mêmes destinés à empêcher la Russie d'exercer sa force de dissuasion. Donc, voilà, nous sommes dans une situation très compliquée. Comment va réagir la Russie alors, il y a aussi une chose que je dois mentionner. Notre ministre des Affaires étrangères français a expliqué qu'il n'y avait pas de ligne rouge à l'engagement de la France en Ukraine. Bon, ah bon, d'accord. Donc ça, c'est après, hein, après le lancement de l'Oreshnik. Et puis notre président de la République a expliqué que finalement l'escalade c'était une bonne chose, et que voilà, ce que faisaient les Ukrainiens, ils se servaient de ces missiles puisqu'on leur en donnait l'autorisation, et c'était souhaitable, c'était pas grave, c'était bien, c'était logique, c'était cohérent. Voilà, cohérent avec quoi? Voilà. Donc nous avons la déclaration importante aussi du vice-président de la Commission de la Défense de la Douma, Alexei Joravlev, qui a dit, bon, non, alors déjà, on ne se leurre pas, c'est pas l'Ukraine qui frappe, c'est l'OTAN, on le sait très bien. Vous ne comprenez pas nos avertissements, il va falloir qu'on soit de plus en plus clair. Les Occidentaux frappent la Russie et menacent de mettre des armes nucléaires en Ukraine parce qu'il s'est trouvé des responsables américains pour menacer cela. Pas seulement Buchanan ou pas seulement le président du comité militaire de l'OTAN, d'ailleurs, l'amiral Bauer, qui a expliqué que l'OTAN devait être capable aussi d'une frappe, d'une attaque préventive nucléaire éventuelle sur la Russie, enfin qu'on devait être, on devait être prêt, n'est-ce pas? Donc c'est formidable. Bon, est-ce que c'est juste du blabla, du discours, de la gesticulation, comme on dit? Mais il faut le souhaiter. Mais même ça, je ne sais pas si ces hauts responsables se rendent compte des concepts qu'ils manient et de ce que ça signifie pour un pays comme la Russie et armé comme la Russie et dans la situation de la Russie.
Pour revenir à Juravlev, il a dit écoutez, si les Occidentaux frappent la Russie et menacent de mettre des armes nucléaires en Ukraine, il y aura forcément peut-être des frappes sur les centres logistiques. Alors ça veut dire Pologne, Roumanie. Et alors qu'est-ce qui va se passer? L'OTAN va répondre nucléairement et la Russie va répondre nucléairement à l'OTAN. Et qui est la plus grande force nucléaire du monde aujourd'hui? C'est quand même la Russie, et avec des vecteurs inarrêtables. Inarrêtables, parce que là, il y a un problème de surclassement technologique. Donc ça nous rend malades, je suis bien d'accord. Et les États-Unis testent des missiles hypersoniques, mais enfin, il n'y en a pas d'opérationnel à ce stade, ou à ma connaissance, à moins qu'il y ait une arme secrète, ce qui n'est pas impossible. Mais enfin, ça pourrait peut-être expliquer cette folie douce, mais je ne sais pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Et donc, là, on est surclassé. Il y a un stade de surclassement, en fait, de la Russie pour l'instant. C'est comme ça. Et un certain nombre de responsables militaires américains le reconnaissent. Et ils reconnaissent aussi l'état des forces américaines et le fait qu'il y a eu un désinvestissement, il y a eu une désindustrialisation dans certains secteurs et qu'aujourd'hui, l'Amérique le paye, y compris en matière d'entretien de la force nucléaire, de la triade nucléaire américaine. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire, c'est pas brillant. Et donc, je reviens sur Rob Bauer, donc chef du comité militaire de l'Alliance. Donc, il dit que l'OTAN est prêt à une frappe nucléaire préventive sur la Russie. Il faut savoir que des B-52, bombardiers stratégiques, ont été envoyés en Grande-Bretagne et que vous avez peut-être vu passer, je ne sais pas, dans la presse, le fait qu'il y avait eu des drones qui avaient été repérés au-dessus de certaines bases britanniques, étonnamment, il y a quelques jours, au moment justement de de cette arrivée de B-52. On peut penser que c'est peut-être pas totalement sans lien avec la Russie. Peut-être que les Russes se sont intéressés à l'arrivée de ce type d'avion en Grande-Bretagne pour savoir ce qu'il faudra faire contre eux. Ensuite, il faut savoir donc que le site de lancement de missiles de Kapustin, qui est au sud-est de la Russie, a vu son espace aérien fermé. Donc ça annonce quelque chose, ça annonce un lancement. Et donc, c'est pour ça que je suis très inquiète. C'est pour ça que je me demande pourquoi nous sommes assez fous pour continuer cette fuite en avant qui n'a pas de sens, ni sur le fond, ni sur la forme, ni par rapport à nos moyens réels, ni de rien, juste pour ne pas perdre la face par rapport à la Russie, ou par rapport au reste du monde, ou par rapport à nous-mêmes peut-être. On est prêt à mettre en danger la vie de centaines de millions d'hommes, parce que l'Europe, c'est grand, pour ne pas devoir reconnaître qu'en fait, le monde a changé, l'unipolarité n'est plus de saison, et que donc il faut considérer les choses différemment, il faut tout rebâtir, il faut tout reconstruire, et il faut cesser de prétendre, parce qu'on n'en a plus les moyens tout simplement, parce que l'environnement a changé, il faut essayer de prétendre dominer la planète en fait, tout seul, juste nous quoi. Enfin nous, quand je dis nous, je pense encore une fois, je parle de l'Occident, parce que nous les Européens, on ne domine rien stratégiquement, évidemment. On est un proxy des États-Unis. Bon. Donc, que faire face à ce niveau de déni et d'irresponsabilité? Je vous ai cité un certain nombre de faits, qui sont des faits graves, qui sont des faits importants, qui sont des signaux d'alerte. C'est plus des signaux faibles, c'est plus le bas bruit, c'est plus il se dit que... Non, tout ça, c'est clair. Et en plus, on parle, nous, on dit, on est dans une gesticulation qui a pris des proportions qui vont très au-delà de la gesticulation, et qui, vues de Moscou, sont comprises
à mon avis, différemment, parce que je ne suis pas sûre qu'ils nous considèrent encore comme dotés de toute notre raison, si vous voulez. Donc que faire? Bah, moi, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Ce que je peux faire, c'est, du haut de mon petit écritoire et face à vous, lancer un appel quand même assez solennel sur ce canal à nos dirigeants, à ceux qui m'écoutent de près ou de loin, même s'ils ne m'aiment pas, même s'ils ne me croient pas, même si je n'en sais rien, je m'en fiche, à vrai dire, mais pour qu'ils prennent la mesure du danger. Voilà, qu'ils prennent la mesure du danger concret, gravissime, que leur rodomontade et leur prise de position ahurissante font encourir, en l'espèce au peuple français, en l'espèce à l'ensemble de la sécurité des peuples européens, de notre continent, et même du monde au-delà. Donc il faut arrêter le désastre, il faut arrêter l'escalade, il faut cesser les livraisons d'armement à l'Ukraine, il faut cesser de soutenir financièrement ce régime qui est en train de mettre son peuple en fait en pièces, voilà, de le livrer tout simplement juste pourquoi d'ailleurs on ne sait même pas, voilà, pour obéir à des ordres, mais pourquoi faire? Bon, donc de ne pas autoriser nos missiles Scalp, à être lancés contre le territoire russe pré-2014, de ne pas évidemment déployer de troupes en Ukraine. Et quand on parle des troupes françaises pouvant être déployées en Ukraine, Dieu sait si j'aime nos armées, si j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration pour elles. Mais enfin, nous sommes une armée toute petite. Nous sommes une armée de très haute valeur ajoutée, de très haute technicité, de très haute valeur humaine. Mais nous sommes une petite armée, une toute petite armée face à la Russie. Hein, il faut quand même, il faut se réveiller là. On parle de quoi? De brigades, de divisions, on parle de 20 000 hommes. Enfin, il y a 650 000 Russes aujourd'hui dédiés à l'opération militaire spéciale. Voilà, voilà. Je redonne ce chiffre parce que je pense que ça devrait quand même nous faire nous réveiller. Bon. Donc, il faut cesser de jouer au gros bras quand on en a de tout petits, hein, ça suffit. Et savoir qu'en plus, on n'aide pas du tout l'Ukraine en continuant à la laisser s'enfoncer dans cette déréliction sur tous les plans, hein, pas seulement politique et moral, hein, mais elle est en train d'être saignée littéralement de ses forces vives, de ce qui lui reste de jeunesse. Tous ceux qui n'ont pas pu s'échapper parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Voilà. Donc, il faut mettre les moyens qui sont les nôtres, les atouts qui sont les nôtres, le poids résiduel que peut encore avoir la France sur la scène internationale, au service de la paix, du courage de la paix. Il faut lancer une conférence internationale. Il faut faire des choses utiles, il faut changer de registre, quoi. Ça devient vraiment très très urgent. Tout ça n'est pas un sketch, tout ça n'est pas un... Je sais pas, enfin, on n'est pas dans une série télévisée, quoi. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, voilà. Donc je pense que les Russes commencent à trouver... le temps de la déraison occidentale extrêmement long, et au lieu de se dire que c'est Poutine qui bluffe, on devrait se rendre compte que c'est nous qui bluffons. Mais qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on s'imagine qui va se passer? C'est quoi l'idée? On veut arriver à quoi? À un échange nucléaire entre la Russie et les pays de l'OTAN? C'est ça l'idée générale? Mais c'est complètement fou. Qu'est-ce qu'on croit? On croit qu'on va pouvoir faire tomber Vladimir Poutine, récupérer les ressources russes, prendre les richesses en terres rares du Donbass. Tout ça n'a ni queue ni tête. Tout ça est délirant au sens propre du terme, au sens pathologique du terme. Bon, alors, j'ai déjà trop parlé. Je veux revenir brièvement, très brièvement, sur la question
de la Corée, en fait de la péninsule coréenne. Parce qu'en fait, la relation Russie-Corée du Nord est en train de se renforcer singulièrement, mais en fait, et le Kremlin fait des déclarations en disant qu'il veut remplir évidemment tous ses engagements vis-à-vis de son allié nord-coréen. Bon. Et il insiste sur le fait que c'est tout à fait pertinent pour la Russie en Eurasie et qu'il y a des intérêts non seulement de sécurité, mais de diplomatie et bien sûr de soft power qui sont en jeu. Et c'est évident, et c'est le cas en effet. Donc, c'est aussi, c'est un autre avertissement aux États-Unis qui est en train en fait d'être donné par Moscou grâce à la Corée du Nord. Alors, je ne parle pas là des troupes petites, grandes, véritables ou fausses, qui sont sur le territoire russe, en appui des forces russes, comme si elles avaient besoin de 10 ou 15 000 Coréens, pour un appui militaire, strictement militaire, face à l'Ukraine. Enfin bon, je ne parle pas de ça, je parle des déclarations de Ryabkov, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Ryabkov, et qui a dit récemment que son pays envisageait éventuellement de déployer des missiles, pourquoi pas des Oreshnik, en zone Asie-Pacifique, et en Corée du Nord en l'espèce, car voilà, ça pourrait être utile, et en tout cas que ce déploiement était conditionné par le déploiement en miroir, si vous voulez, de systèmes correspondants américains dans n'importe quelle région de la planète. Bon, ça c'est l'idée, voilà, l'idée du miroir, elle est très importante et elle se voit d'ailleurs dans plein de régions du monde et évidemment en Ukraine dans l'escalade actuelle. C'est-à-dire que les Russes disent, nous on répond en miroir, vous faites ci, on fait ça, vous faites ci, on fait ça. Bon. Donc là, en gros, c'est si les Américains déploient des armes de ce type quelque part dans une région du monde où nous considérons que ça peut être dangereux ou ça peut nous rendre vulnérables, eh bien, nous aussi, nous pourrons déployer en Asie-Pacifique un certain nombre d'armements. Bon, donc ça, c'est une semaine après l'Oreshnik, hein, on est le 27, donc vous voyez, c'est très, très rapide. Et donc, et pourquoi ? Parce que Séoul, donc la Corée du Sud, a dit qu'elle envisageait d'armer l'Ukraine en réponse au déploiement de troupes nord-coréennes en Russie. Donc elle le fait pour faire plaisir, bien sûr, aux États-Unis. Sinon, à la limite, c'est bien que des soldats nord-coréens aillent en Russie face à l'Ukraine, ça lui en fait autant de moins face à elle. Mais enfin, bon, tout ça, ça n'a pas l'air non plus de trop gêner la logique de nos dirigeants. Donc, un autre vice-ministre des Affaires étrangères, Rudenko, a dit donc nous répondrons de toute façon que nous pourrons juger convenable, nécessaire, et évidemment, ça ne va pas renforcer la sécurité de la Corée du Sud. Ce que nous ferons ne renforcera pas la sécurité de la Corée du Sud. Autant dire que c'est une menace un peu voilée. Donc, en gros, il y a deux déclencheurs possibles pour que la Russie déploie des missiles dans la zone Asie-Pacifique. Un, c'est si les États-Unis le font, en premier. Et deux, c'est si Séoul arme Kiev. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, d'autant que derrière, bien sûr, il y a toujours la Chine. Et alors, il faut revenir, je reviens très brièvement, sur le lien russo-chinois, qu'on nous décrit toujours comme artificiel, comme forcé par la guerre en Ukraine, etc., comme sujet possiblement à un découplage. Bon. Il ne faut pas oublier que la Russie et la Chine n'ont pas commencé leur relation il y a 50 ans. Hein.
ni même au moment du communisme, ni même... Tout ça, ça remonte à des siècles, à vrai dire. Et pendant des siècles, la Russie et la Chine ont été proches l'une de l'autre. Il y avait des missions diplomatiques, il y avait des liens entre les tsars et les empereurs, il s'est passé tout un tas de choses. Nous, on a tendance à toujours penser aux années 60, et à cette époque, c'est vrai, il y a eu un refroidissement entre Moscou et Pékin, mais pour des raisons idéologiques, en fait, pour des raisons de leadership et de manière de voir d'ailleurs la révolution voilà, à la chinoise ou à la soviétique. Bon. Donc on surjoue beaucoup et on mise beaucoup d'ailleurs, sans doute, et à mon avis assez naïvement, sur le fait que les Russes et les Chinois peuvent être dissociés si facilement. Néanmoins, bien sûr, ce sont des pays qui ne sont pas... Ce sont deux grands pays immenses, richissimes, qui ont chacun leurs atouts, chacun leurs problèmes, chacun leurs ambitions, etc. Bien sûr, ça c'est évident. Mais ils ont d'abord un commun objectif qui est d'en finir avec cette domination occidentale et de faire en sorte que ça se voit de manière suffisamment spectaculaire pour que la planète entière en tire des leçons et se rapproche de leur mentorat, on va dire, à eux. Mais bon, les Américains, eux, ils ne pensent pas comme ça, ils pensent qu'ils vont pouvoir arriver à décoller les Chinois des Russes, soit en faisant un accord global avec les Russes contre justement cette distension de leurs liens avec Pékin, soit en trouvant un accord sur certains points avec la Chine contre la Russie. Enfin bref, ils s'imaginent beaucoup de choses. Ils ont une espèce de stratégie de double containment, si vous voulez. Mais à mon avis, ils ne prennent pas la mesure en fait, de ce qu'ils ont face à eux et de l'intelligence de situation qui est celle aussi des deux chefs d'État actuels de ces deux grands pays. Bon, donc, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'accord militaire stratégique officiel, formel entre la Chine et la Russie. En revanche, il y en a un entre la Russie et la Corée du Nord. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que ce qui se fait, se fait. Voilà. Aussi bien en Ukraine, éventuellement, enfin en Ukraine, en Russie actuellement, que si demain il y avait des missiles déployés dans la zone Asie-Pacifique. Donc, la Chine et la Russie sont beaucoup plus liées qu'on ne pense. D'ailleurs, au dernier sommet de Kazan, Vladimir Poutine a fait une déclaration, je ne l'ai plus en tête exactement, mais où il a abondé complètement sur la position chinoise concernant Taïwan, en disant que ce n'était même pas une question qui se posait. En fait, le contrôle, la légitimité des revendications, enfin la légitimité d'une seule Chine, si vous voulez. Voilà. Du fait que, bon, les Américains essayaient, bien sûr, de harceler la Chine via Taïwan, mais que, bon, d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, les Taïwanais, voyant ce qui se passe en Ukraine, comme d'autres, hein, comme les Moldaves, comme les Roumains, comme les Géorgiens, se disent, mais on n'a pas forcément envie de devenir les prochains Ukrainiens, n'est-ce pas, prochains proxys. Hein, donc peut-être qu'on peut trouver une cote plus ou moins bien taillée, en tout cas un accord avec Pékin, qui fasse qu'on ne fasse pas, on ne devienne pas juste un nouveau territoire de combat, d'affrontements ouverts, dont évidemment il n'aurait rien à tirer. Hein. La position de proxy, c'est quand même pas très heureux. Donc il faut savoir que malgré tout, voilà, Trump, son idée, c'est qu'il veut pivoter vers l'Asie. Pour pivoter vers l'Asie, il veut faire la paix, en fait, avec la Russie. Alors, il veut la faire, on l'a vu tout à l'heure, à des conditions un peu folles, et à mon avis très irréalistes à ce stade.
mais c'est sans doute son idée. Et donc, ça peut inquiéter du coup Pékin, de voir que Moscou, pour se mettre en position de force vis-à-vis de Washington ou pour faire un tit for tat sur une partie du sujet, met des missiles dans une zone, ce qui va en fait pousser Washington ou donner un prétexte à Washington à renforcer eux-mêmes, les États-Unis, leur dispositif militaire face à Pékin. Voilà. Et renforcer aussi leur alliance avec le Japon, avec la Corée du Sud, et puis derrière, avec Taïwan, avec les Philippines, etc., etc. Tout ça, évidemment, c'est pas ce que souhaite Pékin non plus. Donc on est dans un espèce de jeu, mais on voit bien que l'affrontement entre, d'une part, les États-Unis et l'Europe, pendue à ses basques, à leurs basques, et de l'autre côté, la Chine et la Russie, est en train de se globaliser, c'est-à-dire tous les théâtres maintenant sont bons. Et ça va être de plus en plus le cas en Amérique latine, en Afrique, partout. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, à mon avis, à étudier et à suivre, mais nous le ferons dans nos émissions. Et puis alors, mon troisième point, qui sera encore plus court, je suis désolée, mais voilà, je ne résiste pas au plaisir de bavarder, de parler, sans doute de bavarder, parfois un peu trop longuement, pour vous expliquer les choses. Le troisième point, c'est le Moyen-Orient. Vous avez vu qu'aujourd'hui, mercredi, ce matin, entrait en vigueur un cessez-le-feu. Je ne sais pas ce qu'il en est depuis une heure, depuis que je vous parle, mais au Liban, entre Israël et le Hezbollah. Ça veut dire que les populations malheureuses libanaises du sud Liban vont peut-être pouvoir rentrer chez elles. Ça veut dire aussi, d'une certaine façon, qu'Israël est en train, peut-être, de prendre conscience des limites de sa guerre sur tous les fronts, à tout le monde en même temps et à haute dose. Peut-être aussi de prendre conscience des limites du soutien, pas tellement américain, mais voilà, d'un certain nombre d'autres États et du soutien politique global, avec le mandat d'arrêt lancé il y a quelques jours contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Je pense que là, il s'est peut-être passé quelque chose. En tout cas, il y a un cessez-le-feu, il faut s'en réjouir. Il faut espérer que ça ne se traduise pas par une recrudescence des affrontements terrifiants qui se poursuivent toujours au nord de Gaza notamment. Et voilà, nous en parlerons beaucoup plus la semaine prochaine parce qu'on aura plus d'éléments. Mais on ne peut pas ne pas penser que tout ça se situe dans un cadre plus général qui est celui d'un retour d'une forme de dissuasion, j'ai pas peur de le dire, de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Et voilà, je ne parle pas seulement des limites, des possibilités de Tsahal vis-à-vis du Hezbollah et de la force du Hezbollah, qui n'est pas tout à fait le Hamas. Mais je pense que là, il y a un rapport de force qui est en train de bouger. Ça s'est vu dans les frappes que j'ai longuement analysées pour vous, frappes et contre-frappes israéliennes. Voilà, dans la séquence depuis avril, en fait, qui est plus longue que ça, et même depuis avant, entre Israël et l'Iran. Bref, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, et manifestement, l'Iran, qui a malgré tout dit qu'il allait répondre très, très sévèrement à la dernière riposte israélienne, pour l'instant, voilà, ça ne se fait pas, en tout cas directement. Il faut espérer que ça dure. Et il faut espérer que ce cessez-le-feu tienne, parce que le Liban, il y a déjà plusieurs milliers de victimes civiles et des dégâts terrifiants au Liban.
Et ça devrait aussi nous alarmer et nous attrister très profondément. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Voilà, je tourne court, je coupe court et je vous remercie de votre attention. Je vous invite, comme au début de l'émission, à nous liker, partager, à vous abonner, à nous soutenir, à faire tout ce que vous pouvez faire pour nous. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et j'espère vous retrouver très vite et d'ores et déjà pour les membres du cercle d'ici 2-3 jours, d'ici la fin de la semaine pour les clés du monde. Voilà, à très bientôt chers amis, au revoir.